Mark versus Quo, Gurman contre Ming-Chi, bataille de spécialistes autour des futurs portables potentiels de 12 et 15 pouces, joute autour du nom de ces Macs. Les deux hommes les mieux informés sur Apple disent tous les deux que ces machines sont dans les tuyaux. Les rumeurs de la semaine avec une grande tablette Apple de 14 pouces et des mock-ups d'iPhone 14 partout sur YouTube. Apple s'offre le foot aux US et pour 10 ans, pas le foot américain, pas encore, mais le soccer. Pour tout voir, il faudra payer, même si vous êtes déjà abonné Apple TV+. De là à imaginer Apple miser sur les championnats européens et français, il n'y a qu'un pas. Le dîner d'Eli avec un menu spécial has-been, il paraît que c'est pour nous. Et puis WWDC 2022 suite et fin de notre débrief sans concession. Après les pépites et les cartons rouges la semaine dernière, aujourd'hui, on conclut avec tout ce qu'Apple n'a pas dit pendant la keynote du 6 juin. Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode 95, le 42e numéro de la saison 2. C'est iWeek, la semaine Apple, le podcast, en ce jeudi 16 juin 2022. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Benjamin Vincent et je suis très heureux de vous retrouver dans cette canicule, cette fournaise du milieu de semaine. Je me tourne tout de suite vers nos envoyés spéciaux à plus de 35 degrés. Je ne sais pas chez lequel d'entre vous il fait le plus chaud aujourd'hui, entre Nice, Pau et début de Bretagne, François. T'es peut-être le plus frais, toi, des quatre. Je pense que je suis le plus frais des quatre, effectivement. Il fait tout juste 30 degrés, mais pour nous, c'est déjà beaucoup. Bon, Gilles, est-ce que tu as très chaud? C'est commencé à être pas mal. 34 degrés ici, mais c'est un peu humide. Bon, tu es prêt pour servir d'appetizer pour le dîner, alors c'est bien. Oui, j'y pensais justement. Ouais, et toi, Élie, alors? Bah écoute, il fait 24 et orageux. C'est tout? Il y a du vent. Il fait pas 24 degrés chez toi, c'est pas possible. Qu'est dit l'iPhone? Oh non, mais attends, il fait beaucoup plus chaud à Paris, je peux te dire. Bon. Désolé. Écoutez, on va démarrer avec une injustice, mais c'est comme ça n'enlèvera pas le plaisir de vous retrouver pour qu'on passe cette heure ensemble à passer en vue l'actu Apple et de l'écosystème. Un numéro un peu plus court que la semaine dernière. Ce sera pas très difficile vu qu'on a battu notre record, je crois, avec un petit peu plus de 2h20, si je ne me trompe pas, à tel point qu'on n'a même pas pu finir le débrief de la keynote du 6 juin. Et on vous réserve donc ce troisième morceau pour aujourd'hui. On fait une bise à Fabrice Neumann qui n'est pas là aujourd'hui pour la bonne cause, puisque comme moi, elle s'occupe de sa fille qui passe le bac. On espère que la philo, ça s'est bien passé. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre sur Twitter en suivant le compte iWeek News et puis patreon.com/iWeek pour profiter chaque semaine d'un bonus qu'on enregistre juste après l'épisode hebdo. On se prend un petit moment pour continuer à parler des sujets qui nous passionnent en mode on a fini d'enregistrer, mais ça tourne toujours. Voilà, dans un instant, on revient sur la fin de cette keynote du 6 juin, tout ce qu'Apple n'a pas dit. C'était il y a exactement 10 jours, la keynote de la WWDC 2022. On est revenu la semaine dernière sur nos pépites, sur nos cartons rouges aussi, tout ce qu'on a adoré, ce qu'on a moins apprécié. Ce soir, les amis, on a voulu en fait vous parler de tout ce qu'Apple n'avait pas dit, n'avait pas précisé, toutes les infos qu'on a réussi à grignoter et à mettre de côté depuis cette keynote pour vraiment vous apporter l'info la plus complète. On commence par quoi? Par mail? Oui. Hein, dans macOS Ventura, la prochaine version, Ellie? Exactement. Parce que figurez-vous que dans Mail, aujourd'hui, dans macOS 12, quand vous envoyez un message avec un lien, il y a juste le lien, mais on ne peut pas voir le contenu. Donc ce n'est pas un lien riche. Alors que dans macOS 13 Ventura, quand il y aura un lien pour une information, vous aurez une preview.
Et donc ça va vous apporter quand même une information assez intéressante. C'était pas grand-chose à faire, il fallait le faire, ils l'ont fait. Un truc quand même, c'est que quand on passe le pointeur sur ces fameux liens pauvres, il y a quand même une fonction anti-phishing qui a le petit vert sur le hameçon et vous voyez l'URL complet vers lequel vous allez atterrir. Donc, si c'est du total bullshit qui vous renvoie sur un serveur moldo-slovaque ou belouchistanais avec une arnaque à la clé, vous pouvez le savoir. Donc, est-ce que ça va être maintenu ? On va voir. Mais c'est effectivement, c'est un peu ce qui existe sur Safari, si ma mémoire est bonne. Ouais, ça fonctionne pareil sur les messages sur iOS depuis un petit paquet de versions déjà. Les aperçus comme ça, on les avait dans d'autres applications. Comme l'a dit Ellie, c'était tout simple à faire, il fallait juste le faire, quoi. Deuxième info qu'Apple n'a pas mentionné spécifiquement lors de la keynote, elle concerne continuité. Vous savez, cette fonction qui permet d'utiliser l'iPhone comme deuxième caméra, finalement, quand on fixe l'iPhone à la carrosserie de son portable. Ellie, petit détail qui concerne effectivement l'utilisation de l'image de l'iPhone dans QuickTime Player. Exactement, parce qu'Apple a parlé évidemment de son app vedette, donc FaceTime, et puis ils ont cité les autres applications qui devraient le supporter, comme Zoom, Teams et autres. Mais figurez-vous que les développeurs qui ont eu accès à la bêta se sont rendus compte que ça marche aussi avec QuickTime Player, et donc on peut, en utilisant QuickTime Player maintenant, changer de microphone, et puis on peut changer toute une série de réglages, et on peut utiliser toutes les fonctionnalités nouvelles qui sont apportées dans FaceTime. Donc, et ce, pour un enregistrement que vous pouvez faire, par exemple, les enregistrements que nous faisons nous-mêmes. Ouais, ça veut dire qu'on peut, par exemple, utiliser l'image qui est capturée par l'iPhone et choisir de récupérer l'audio du Mac, par exemple. Exactement. Et Center Stage, ça suit aussi sur QuickTime Player ? Oui, c'était la dernière ligne, effectivement. Ouais. Ça permet d'utiliser Center Stage même sur des Mac qui ne le supportaient pas de façon native. Et ça, c'est un gros progrès. Et on vous rappelle que Center Stage, c'est le fameux cadre centré. Évidemment, maintenant vous le savez tous. Ellie, pendant que tu glousses, je te lance sur le prochain tuyau. Il concerne l'API de traduction dans iOS 16. Quoi de neuf ? Oui, eh bien, figurez-vous que maintenant, dans iOS 16, elle est devenue globale. Donc, Apple dit, puisque son compte-rendu est en anglais, system-wide. Donc, ce qui veut dire que maintenant, l'appareil photo est capable de traduire instantanément un texte dès qu'on le vise. Donc, tout ça, c'est un peu pour préparer l'Apple Glass, hein, moi je dis. Hein. Voilà. Donc, mais on peut l'utiliser maintenant partout dans le système. Comme c'est une API, ça veut dire qu'il faut que les développeurs l'incorporent dans leurs apps pour que ça marche. Voilà. Et pendant que tu complétais cette info très sérieuse, François a eu envie de rebondir sur la chaleur, n'est-ce pas ? Moi, j'étais trop concentré. Refais la table blagounette. Non, je disais, vu la chaleur, on a hâte de l'avoir, l'Apple Glass, mais c'est pas grave. Voilà. À la vanille, alors. Bon, mais t'as 5 minutes de retard, là. C'est le temps que l'info trouve le cerveau, comme on dit. Bon, allez. Il est fatigué. On passe à l'interface des appels FaceTime, Ellie, et on a appris qu'elle avait été modifiée. Oui, alors j'ai vu les photos, elle est beaucoup plus sympa, elle est semi-transparente, elle est beaucoup plus facile à lire, et pareil pour l'interface du player vidéo, qui a été totalement simplifiée. Ils ont enlevé tous les réglages non essentiels, donc maintenant ça devient vraiment une appli de base, mais évidemment les réglages sont toujours là, hein, avec les 3 petits points, on peut accéder à un menu déroulant, où ils sont quand même là, mais c'est très simplifié, c'est plus agréable, c'est plus zen, on va dire. Si vous avez de la place sur votre espace de stockage dans votre iPad M1, eh bien, vous pouvez désormais profiter de cet espace, Ellie, pour simuler de la mémoire virtuelle.
Et oui, et ça, c'est vraiment majeur. Je pense que c'est l'info la plus importante dans tout ce qu'Apple nous avait caché, parce que si vous avez la chance, évidemment, d'avoir une machine M1 et que vous n'avez pas mis un maximum de mémoire, parce que quand même, la mémoire, ça coûte cher, ben, figurez-vous qu'on peut décider d'utiliser une partie du stockage comme de la mémoire virtuelle. Et du coup, ça augmente les capacités de la machine, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Si je puis me permettre de rajouter un petit élément, il ne faut pas oublier que la mémoire en standard est à 8 Go sur les iPad M1, si tu me coupes si je dis une bêtise, Ellie, et en fonction du stockage que vous allez utiliser, la mémoire va être doublée ou pas, mais la mémoire doublée n'est disponible que sur les modèles très haut de gamme. Donc ça peut avoir un intérêt, effectivement, si vous n'avez pas eu les moyens de vous acheter l'iPad avec 1 Tera de stockage, par exemple, et du coup, vous pourrez quand même bénéficier d'une mémoire un peu plus rapide. Et ça va être intéressant parce que les applications vont aussi avoir accès à ce surplus de mémoire. Mais du coup, c'est une utilisation automatique ou il faudra l'activer, la paramétrer pour en profiter? Je pense que c'est dans un des réglages, en fait. C'est-à-dire que par défaut, non. Il ne modifie pas le système, mais pour ceux qui en ont besoin, ça sera possible. Gilles? Il y a vraisemblablement une raison de sécurité. Alors, je fais pas une fixation là-dessus, même si c'est la deuxième fois que je prends la parole sur le sujet, mais c'était un des tricks, un des trucs préférentiels utilisés pendant un moment par les utilisateurs de feuilles en saturant la mémoire vive. L'ordinateur allait chercher dans la mémoire de masse pour pouvoir continuer à travailler, et c'était une façon de pouvoir contourner les sécurités du système. Et il y a un certain nombre de failles, un nombre même assez important qui a été utilisé, et il faut voir comment Apple a verrouillé la possibilité qu'il y ait ce type de il faut voir si Apple a vérifié le système et verrouillé de manière à ne pas reproduire ce type d'utilisation frauduleuse, sachant encore une fois que la sécurité, c'est vraiment les joyaux de la couronne à Cupertino. C'est vrai, Gilles. C'est vrai. Ellie, on va basculer dans WatchOS 9 avec l'API CallKit. Tu vas peut-être nous rappeler ce que c'est, qui a été libéré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'ils ont vu la Reine des Neiges, hein, donc ils ont fait libérer, délivrer, tout ça. J'ai failli la faire, mais je me dis non. Moi aussi. Mais... C'est la chaleur. Donc, en fait, l'application CallKit, ça permet en fait à une application tierce d'utiliser les fonctionnalités d'appel en voix sur IP. Pour l'instant, elle était réservée à Apple, donc on pouvait prendre une conversation sur l'Apple Watch sans aucun problème. Et maintenant, toutes les autres applications qui utilisent la voix sur IP peuvent recevoir des appels, émettre des appels depuis l'Apple Watch. Hein. Donc, on pense notamment à Webex, à Microsoft Teams, à 3CX ou d'autres. Hein. Donc, il suffit qu'ils utilisent CallKit et donc ils pourront composer, utiliser éventuellement le répertoire, recevoir des appels, etc. Donc, à partir de l'Apple Watch, je trouve ça pas mal, assez sympa. Effectivement, c'est pas mal. Du nouveau du côté de Handoff, qui permet de transférer une conversation FaceTime sans aucune perte, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que du coup, vous êtes en FaceTime sur votre iPhone, vous voulez passer sur le Mac, et bien vous passez la communication, elle passe de votre iPhone à votre Mac, et vice-versa, ou vers votre iPad, et donc vous changez d'appareil, la conversation continue en vidéo, vous n'avez pas perdu. Typiquement, ce que vous faites maintenant, c'est que vous raccrochez, vous rappelez de l'autre appareil. Tandis que là, vraiment, vous allez passer d'un appareil à l'autre sans perdre la communication. Donc moi, je trouve ça super. Quand on a plus d'un appareil, suivant là où on est, vous êtes sur votre iPhone, vous arrivez chez vous, vous avez votre merveilleux Mac posé sur la table, et hop, vous avez l'image en plein écran avec la caméra 1080p, car vous avez un des derniers modèles. Donc très bien. Un autre transfert, cette fois, il concerne la eSIM que vous avez peut-être dans un de vos iPhones. Vous allez pouvoir
transférer cette RIS. Vous allez pouvoir transférer cette eSIM en Bluetooth. Entre deux iPhones. Et ça, on se demande pourquoi ils l'ont pas fait avant. Parce que jusqu'à maintenant, vous changiez d'appareil, eh bien, il fallait reconfigurer, repasser par le flashage du QR code, etc., etc. Donc, c'était tout un paramétrage. Tandis que là, vous avez une eSIM sur un appareil. Ben, vous avez un autre à côté en Bluetooth. Je suppose avec le même compte iCloud quand même. Et vous pouvez transférer la eSIM entre les deux. Et c'est d'une simplicité biblique. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? Mais bon, en tout cas, c'est fait. Eh ben génial. Est-ce que l'un de vous a encore une news inédite à nous proposer? Non, on a fait le tour. Ça y est, on a été complet. On peut dire bye bye à la keynote. Je pense, et je pense que les auditeurs comprendront que on n'avait pas le temps de caser tout ça la semaine dernière, sinon on était à 3 heures. Hein. C'est ça. Bon, allez, on marque une courte pause et on se retrouve pour Pommes, les 3 infos de la semaine. Pommes, et on commence par cette nouvelle qui est arrivée hier, mercredi. Elle concerne la prise des commandes, des premières commandes pour le nouveau MacBook Pro 13 pouces M2. C'est pour ce début de week-end, dans la nuit de vendredi à samedi, 2h du matin, heure française, en tout cas pour les États-Unis. Je sais pas si on a une heure de démarrage pour la France. Oh, typiquement, honnêtement, c'est ouverture des magasins le matin. Hein. Donc, ils nous donnent le bénéfice horaire. Justement, c'est quand même un drôle d'horaire parce qu'il sera 17h en Californie. Donc, c'est pas du tout des commandes qui démarrent le matin. Et ça, c'est bizarre quand même. Ouais, mais de toute façon, personne ne va le commander, donc on s'en fout. Bon, je voulais dire que c'était un drôle d'horaire pour un drôle de Mac. Non, mais c'est vrai que ce modèle, j'ai pas eu l'occasion de revenir dessus parce que j'étais absent la semaine dernière, mais c'est vrai que ce modèle, ça restera une vraie énigme. Je rejoins ce qu'on a pu lire à droite à gauche sur les réseaux sociaux, ça donne vraiment le sentiment qu'ils avaient des moules à écouler, qu'ils se sont dit, allez, pour finir d'écouler les moules, on va mettre du M2 dedans, et puis comme ça, ils seront contents, et puis on va peut-être en vendre encore quelques palettes. Mais ça restera vraiment un gros mystère, et je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter cette machine. Bah, en fait, c'est parce qu'ils avaient, comme tu disais, mais c'est pas le même produit, ils avaient plein de touch bars en stock. Et donc, ils se sont dit, mais Oui, qu'est-ce qu'on fait de tous ces touch bars? Ah bon, on va les mettre. Ils avaient aussi effectivement quelques coques aussi. Mais ça va être c'est assez rigolo ce qui se passait cette semaine parce que vous savez que les produits ont été annoncés il y a un moment, que les listes de prix ont été publiées, mais on avait interdiction absolue et totale de prendre des commandes. Mais vraiment sous menace de mort, etc. Oui. Donc, non, mais sérieusement, non, pas... Non. Non, pas de menace de mort, mais une grosse menace. Si. Oui. Donc, vraiment, on vous interdit de prendre la moindre commande sur les nouveaux produits tant que vous n'avez pas notre feu vert. Donc, à peine nous ont-ils dit ça, nous le rappelant un peu sèchement, qu'on reçoit une NDA en disant « Oh, ça y est, vous pouvez prendre des commandes ». On s'est dit « Non, mais ils se moquent, on vient de raccrocher au téléphone ». Ah ouais. Mais attention, pas pour le MacBook Air. Ah non, ça serait trop beau. Le MacBook Air, aucune explication, aucun délai, hein, vraiment. La seule chose qu'on est autorisé à dire officiellement, donc je vous dis ce que j'ai le droit de vous dire, le MacBook Air arrivera le mois prochain. C'est ce qui est aussi mentionné sur le site. Ouais. Ils savent même pas combien ils vont en avoir, en fait, c'est le problème. Quand on voit déjà les difficultés d'appro sur le reste de la gamme, voilà. Mais qu'est-ce qui justifie que les commandes du MacBook Pro commencent avant celles du MacBook Air? Parce qu'ils ont plein de stocks. Parce que quoi? Parce qu'ils en ont. Parce que c'est beaucoup plus facile à produire. Donc, ils avaient des moules, ils avaient des touch bars, il en manquait que des pros. Donc ils ont mis les pros, hein. Comme a dit François. Fabriquer les nouvelles coques pour le MacBook Air, c'est un peu plus compliqué. Il faut les faire, il y a la nouvelle couleur, il faut la peindre, hein, et tout. Donc, je pense de l'électrophorèse, Ellie. C'est de l'électrophorèse, Ellie. Oui, excuse-moi, c'est un mot. C'est une technique de peinture? Non, c'était l'idée. Il fallait quand même... c'était une étape de plus, c'est ça que tu voulais dire.
Donc, je pense que ce MacBook Air va vraiment marcher. Je trouve ça dommage qu'il sorte au milieu de l'été comme ça, au mois de juillet, et sachant que les stocks vont être hyper limités. C'est une énigme, je trouve. Les promos Back to School aux États-Unis vont pas tarder à arriver et En France aussi, les d'ailleurs. étudiants, tous ceux qui auront réussi leurs examens, leur bachelor degree, c'est ça, vont avoir ça pour comme récompense ou éventuellement à l'inscription à l'université si les facs n'ont pas choisi des iPads au prix où ils vendent la scolarité, ils peuvent bien faire ça, oui. Alors, sur le succès de ce MacBook Air M2, moi, je suis réservé à cause du prix. Sérieusement, si je devais acheter un Mac, là, aujourd'hui, mettre 1500 balles dans un MacBook Air, et le modèle de base, on a vu que si on veut rajouter un tout petit peu de mémoire et de stockage, on est à plus de 2000 €. Oui. Ça me semble délirant pour un MacBook Air. Regarde le prix d'origine. C'est un peu ce que nous disent nos clients. Pour l'instant, bon, évidemment, on n'a pas le droit de prendre des commandes, mais ça n'empêche pas les clients de venir nous en parler au magasin, nous demander quand est-ce qu'il sort, quel est le prix, etc. Et la réaction pour l'instant, ce qu'ils nous disent, c'est « mais c'est cher ». C'est pourquoi est-ce qu'il a tellement augmenté, puisque tout le monde nous dit que c'est un peu mieux, mais c'est pas fabuleusement mieux. Alors, il est plus fin, bien sûr. Il y a une nouvelle couleur. Très bien. Il y a une nouvelle couleur. Tu regardes le MagSafe. Oui. Par contre, même si tu veux ton petit adaptateur USB-C double prise, c'est en plus. Et si tu veux un câble de la couleur de ton MacBook Air qui est tout beau, tout nouveau, c'est en plus. Donc, le câble de la couleur est pas en standard. Non. D'après ce qu'on a compris. Et non, le câble MagSafe est en standard et blanc. Non, j'ai fait une simulation. J'ai fait une simulation sur le MacBook Air 1 avec le bleu nuit et si vous regardez bien sur le site, le câble MagSafe, il est bien bleu nuit. Alors ça c'est une bonne info parce que c'est pas ce qu'on avait compris pendant la keynote et les premières réactions des journalistes qui étaient sur place. Donc si c'est vrai, alors là, bon, je retire ce que j'ai dit parce que ça semble tellement évident qu'il faut le faire comme ça que sur le donc site, si c'est le cas. Très bien. Maintenant, il est tout à fait possible que dans la boîte, même si ça serait se tirer une balle supplémentaire dans l'autre pied, de livrer des câbles blancs, effectivement. Ouais. On ne le voit pas que si tu demandes alors je sais plus les intitulés, mais un argent ou un truc un peu plus clair. Lumière stellaire. Lumière stellaire, voilà. La lumière qui tombe des étoiles. Benjamin, regarde. Mais oui, je vois bien. Bon, cette histoire de câble de couleur est quand même pas claire parce qu'on avait compris le contraire, on a dit le contraire. Et même certains confrères l'ont affirmé, qui étaient sur place. Non, mais bien sûr, on n'est pas du tout. Jetez un coup d'œil sur le site, là, pendant qu'on parle. Mais tu sais, je crois qu'on ne sera vraiment sûr que quand les premiers exemplaires arriveront. Parce que là, du coup, on a entendu tout et son contraire. Donc, ne vous fiez pas trop à une certitude à propos de la couleur de ce câble. On va voir ce qui arrive dans les boîtes dans quelques jours, quand les premiers MacBook Pro M2 arriveront. Oui, parce que d'ailleurs, dans certaines photos du site, on voit une boîte et on voit le transformateur double USB-C, alors qu'on sait qu'il n'est pas dans la boîte. Enfin, si on a bien compris, encore une fois. Tout ça, ce sera pour le mois prochain. Ouais, pas par défaut, en tout cas. En option, peut-être. Ouais. Bon, on passe à la deuxième news de la semaine. Alors, c'est une histoire de pot de vin entre Apple et Qualcomm. L'histoire aussi d'une amende de presque $1 milliard qui finalement est annulée. Et puis c'est aussi un procès en appel en Europe. Alors, qui a compris cette histoire? C'est les histoires à la... Je vais rester poli. À la noix. Non, c'est l'histoire à la noix de la Commission qui fait des procès un petit peu en sorcellerie. On est un petit peu dans l'inquisition quel est le terme exact, des procès
position dominante, alors que ce qui se passe, c'est que la commission arrive après coup, Margaret Vestager en particulier, et à coup de communiqué de presse, on voit des amendes astronomiques, et puis c'est mal ficelé de façon juridique au niveau des preuves, à tel point que la Cour européenne a convenu que effectivement Qualcomm avait versé des pots de vin à Apple, sauf que comme juridiquement c'était pas établi, la procédure était nulle et non avenue. Il se passait quelque chose à peu près équivalent, souvenez-vous, avec l'amende infligée à l'Eir, à la République d'Irlande. Elle a été annulée parce que c'était pas bordé, c'était ni fait ni à faire. Si vraiment la Commission veut récupérer des choses pour le budget et il y en a besoin, il suffit de ne pas se contenter des 15% de taxes sur le chiffre d'affaires effectué en Europe. 15%, c'est ce qui a été signé au niveau de l'OCDE, mais c'est également ce que Apple paye tous les trimestres de taxes, 16% maintenant. Donc, si vraiment ils veulent de l'argent supplémentaire pour le budget, ils font une taxation qui digne de ce nom à 30, 40, 50% même pour des industries qui génèrent du carbone et qui polluent. Et puis voilà. Mais là, on est totalement ridicule. Et donc, je suis d'accord. La conséquence de ce jugement en appel, c'est que Qualcomm, qui avait été condamné en 2018 à payer presque 1 milliard à 997 millions d'euros pour distorsion de concurrence, va les récupérer. C'est ça. C'est plutôt pas mal comme bonne nouvelle, ça. C'est les actionnaires qui vont être contents. Il suffit d'avoir de bons avocats. Ah. Bon, et puis la troisième info de la semaine, c'est un accord majeur et sur 10 ans qu'a signé Apple aux États-Unis avec l'équivalent de la Ligue professionnelle de football. Alors, on parle pas de football américain, pas encore, mais de soccer, autrement dit notre football à nous. À partir de l'année prochaine, tous les matchs seront accessibles sur l'app TV d'Apple contre un abonnement spécifique. Un nombre limité de matchs sera gratuit. Les abonnés Apple TV+ bénéficieront de matchs en plus. Alors, c'est un peu la position intermédiaire. Ils auront plus que ceux qui sont en gratuit, mais moins que ceux qui payent le supplément. En tout cas, ça veut dire qu'Apple Apple mise sur le sport et ça ne devrait pas se limiter aux États-Unis. Bah non, il faut espérer qu'ils vont s'intéresser à l'Europe. Du coup, il va falloir qu'ils négocient. Parce que si Apple arrive avec des montants, on ne sait pas combien ils ont payé, mais s'ils arrivent avec leur carnet de chèques, les acteurs traditionnels ne pourront pas suivre. C'est ce qu'Amazon fait déjà sur le marché français ou européen. Donc, avec le tennis. Oui, et avec le foot, avec la Ligue 1 française. Et avec le foot, c'est vrai. De toute façon, les chaînes sont arrivées en bout de course, là, au bout de ce qu'elles pouvaient verser. Et les clubs, les différentes ligues, n'en ont jamais assez. Donc, ils se tournent vers les acteurs qui ont le pognon. Et en ce moment, ce sont les big tech, comme on dit. Donc, Amazon, Apple, éventuellement Netflix, pourquoi pas, pourrait s'y mettre. Ils sont en bout de course avec leur modèle sur les séries et les films. Donc, pourquoi pas, ça s'appelle des relais de croissance. Tout le monde court après. Bon, à voir, encore une fois, ce que ça peut donner. Mais vu le pognon qui est injecté là-dedans et gaspillé, moi, me laisse assez rêveur, quoi. Allez, une petite dernière. On devrait s'arrêter à 3, mais j'avais envie de vous en dire un mot et que vous me donniez votre avis sur la question.
après la keynote, on a cru que Stage Manager réservé aux iPad M1 était fait pour pousser les clients à migrer et à changer d'iPad. En fait, Apple a tenté de justifier en tout cas le fait que cette nouvelle fonction soit réservée aux iPads à processeur M1. Est-ce que vous avez été convaincu par les arguments, notamment de Craig Federighi, Elie? Je pense qu'Apple a fait des tests et leurs ingénieurs qualité se sont rendus compte que à partir du moment où on utilise ça sur une machine plus ancienne, on peut y arriver dans certains cas, mais l'expérience n'est pas fluide. Pourquoi ? Parce que les M1 ont des capacités non seulement de calcul avec le Neural Engine, mais aussi en transfert de données. Ce type d'application nécessite énormément de memory swap, des choses comme ça. Et donc, ils ont pris la décision de dire faire un truc passable pour se faire critiquer. Tant qu'à faire, on va faire un truc bien, mais on va le limiter. Et, arrière-pensée bien sûr, ça va inciter les gens qui voudront l'utiliser à upgrader leur machine vers des machines plus récentes. C'est Apple, hein. C'est pas la première fois qu'ils fonctionnent comme ça. Ils ont un a priori, un parti pris. On est dans le premium, donc on va offrir une expérience premium avec un ticket d'entrée premium. Donc les pauvres vont regarder, quoi. François, t'as un avis ? Est-ce que tout le monde a besoin de Stage Manager pour fonctionner ? Peut-être pas, même si c'est très joli. François, ton avis sur le sujet du M1 obligatoire pour Stage Manager ? Je suis partagé parce que je pense aux iPad Pro 11 pouces, les A12, A12X, etc. A12X, A12Z d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est des machines qui restent assez puissantes, donc je trouve ça dommage. Même à la limite sur l'iPad mini, alors le Store Manager, le Stage Manager, pardon, sur un écran de cette taille-là, je vois pas trop l'intérêt, certes, mais ça a un côté assez frustrant d'imaginer qu'un iPad qui a été fraîchement acheté, même à la limite l'iPad R4, qui sont des machines assez rapides, que ces fonctionnalités ne soient pas compatibles. Je trouve ça quand même dommage, et je me mets à la place des gens qui ont mis 1200, 1400, même 1500 € pour des iPad Pro 13 pouces. C'est hyper frustrant. Maintenant, voilà, c'est comme ça, et si vous voulez bénéficier des dernières nouveautés, il faut avoir les dernières machines. Mais je pense que c'est vraiment voilà, poussé à l'extrême. Moi, je suis totalement d'accord avec François, parce que n'oubliez pas que l'iPad mini, en particulier le 6, que nous aimons tous et que certains d'entre nous avons, est basé sur un A15. Donc, en sachant que le M1 est basé sur un A14, et que le A15 sert de base au M2. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, certes, l'écran est petit, mais il est puissant. Je suis pas d'accord. Il y a une question d'architecture. Et là, la mémoire est en position centrale et vraisemblablement, ils ont besoin de ça, d'après ce que j'ai compris. C'est ce que Federighi mettait en avant. Puis il y a un effet transition. Apple a tendance à pousser les retardataires. On en a parlé au moment de la keynote et de son premier débrief. Ça coûte un pognon de dingue à maintenir les anciennes versions à flot, autant que tout le monde passe du côté de ce qui a été prévu, de ce qui est taillé pour, et puis voilà, souvenez-vous, les G4 et les G5, oui. Et puis au moment où, quand on est passé à l'Intel aussi, ça a été à marche forcée, et les traînards ont été laissés derrière. Je suis d'accord, Gilles, sur une partie de la gamme, et même sur le A14 ou le A12X ou autre qu'a cité François. Mais l'iPad mini 6, même si c'est un petit écran, bien entendu, c'est quand même un iPad qui bénéficie d'USB-C, qui bénéficie de Center Stage et d'une caméra 1080p. Donc on n'est quand même pas dans la petite machine, hein. D'ailleurs, Tim Cook lui-même utilise un iPad mini 6. Alors Center Stage pour Tim. Ouais. Bon, merci les amis pour ce petit débat. On sent quand même où vous voulez en venir. Et effectivement, ça doit être une déception pour ceux qui ont craqué pour cet iPad mini 6 il y a seulement quelques mois. Allez, on se retrouve dans un instant avec les rumeurs de la semaine.
Mark Gurman ou Ming Chi Kuo, le journaliste et l'analyste, se contredisent l'un l'autre sur la grosse rumeur de ces derniers jours, les éventuels futurs Mac portables 12 et 15 pouces. Alors, MacBook Pro, MacBook Air, MacBook tout court, on ne sait plus. Il y en a sans doute un qui a raison, l'autre pas. Est-ce que vous croyez que cette joute pourrait donner un avantage significatif à l'un par rapport à l'autre une fois qu'on connaîtra le fin mot de cette histoire? Il y en a un qui va ressortir plus crédibilisé que l'autre. Mais dans les deux cas, moi je ne crois ni l'un ni l'autre. Parce que le 15 pouces, je vois pas sa place entre le 14 et le 16 d'aujourd'hui. Et le 12 pouces non plus. Donc franchement... Alors, quel est votre sentiment là-dessus? C'est vrai qu'on avait commencé à en parler dans la quotidienne, Ellie. Est-ce qu'une gamme qui irait du 12 au 16 pouces avec toutes les diagonales d'écran entre les deux, et on va dire un coup sur deux, un MacBook Air, un MacBook Pro, est-ce que ça vous semble cohérent et logique? Il reprendra exactement en fait la gamme iPhone au final. La gamme iPhone de cette année, j'entends, hein, pas de l'année prochaine, parce qu'on sait que l'année prochaine, ce sera plus le cas. Mais après tout, pourquoi pas envisager plusieurs tailles en fonction des usages. Moi, un MacBook Air 15 pouces, je trouverais ça plutôt pertinent pour l'aspect légèreté, peut-être que pour le grand public. Après, le vrai problème aussi, c'est la question de l'inflation du prix. Quand on voit aujourd'hui le prix d'un MacBook Air 13 pouces 6, c'est ça de mémoire, il est quand même très cher, donc j'imagine même pas le prix d'un MacBook Air. Il se retrouvera entre le 14 et le 16, donc à 2500 €. Il y a un problème de cohérence, et ce que je trouve dommage aussi, c'est que quand Steve Jobs est revenu, alors sans arrêt sortir l'étendard Steve Jobs, Apple s'était complètement perdu avec des gammes diverses et variées, des clones, etc. C'était le bordel, il n'y avait pas de gamme cohérente, et j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas retomber dans ces travers-là, et je trouve que si on Tu parles des performats peut-être? C'est ça, et de la célèbre grille de Steve avec les quatre cases. Hein, c'est exactement, François, ce qu'on a dit dans la quotidienne. Hein, donc je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Et je pense que ça se perd, et à mon avis, un MacBook Air 14 pouces, c'est très bien. Enfin, 13 pouces 6, c'est très bien. L'entrée de gamme, pour les gens qui ont besoin d'un truc léger, pas à 1499, mais à 1200 €. Et puis après, derrière, MacBook Pro 14 pouces, MacBook Pro 16 pouces. Là, honnêtement, il y en aura pour toutes les bourses. Éventuellement, garder un vieux MacBook Air M1 en entrée de gamme, mais pas à 1200 balles, à 1000 balles, à moins de 1000 balles, quoi. Il y a un moment, faut pas déconner, quoi. Et le 12 pouces, Gilles, c'est une machine qui me plaisait bien, moi. Alors, pas le MacBook, hein, mais je pense au MacBook Pro, un peu à la grande époque. Les gens qui l'avaient choisi en étaient raides de dingue. Alors, si c'était ton cas, pour une raison... C'était la pub dans l'avion avec le basketteur. C'est ça. J'ai dit une grosse bêtise. C'est pas iBook, c'est PowerBook. Et Minimi, tu sais, une sorte d'Eric Ciotti, quoi. On n'a dit pas de politique, pardon. Oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais c'est vrai. Mais j'avoue qu'il y a un air de ressemblance, c'est vrai. Il y en a un des deux qui paraît gentil, par contre, mais je dirais pas lequel. Et donc, même les gens chez Apple, aux Ulysses, à l'époque, l'aimaient beaucoup, mais pour des raisons d'autonomie, parce qu'ils avaient 8 ou 10 heures d'autonomie pour travailler dans le train. Enfin, c'était quand les autres, même le 17 pouces s'arrêtait à 4 heures, vraiment tout mouillé en économisant sur l'intensité de la dalle et sur l'intensité lumineuse de l'écran. Le MacBook Pro 12 pouces permettait d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Maintenant, ce sont des plages d'autonomie qu'on atteint sans problème avec les nouveaux MacBook Pro. Avec les nouveaux portables Pro d'Apple, donc, on a 8-10 heures d'autonomie sans problème. Ouais. Donc, je demande à voir. Apple fait plein de calculs. On regarde ce qui se passe, comme ils ont fait avec l'iPhone mini, c'est-à-dire on regarde ce qui marche pas, on donne sa chance au produit, comme ils disent en interne, et puis si ça ne fonctionne pas, même si les produits ont leurs fans, il n'y a pas d'adoption de masse, au bout de 2-3 ans, on supprime de la gamme et on passe à autre chose. Moi, l'exemple de l'iPhone mini, je trouve rend bizarre l'idée
d'un 12 pouces Oui. Mac aujourd'hui. Mais ça serait sympa, mais je trouve ça bizarre. Là, on peut même faire un parallèle avec les iPads, parce que n'oubliez pas qu'on nous parle aussi d'un grand iPad, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, qui viendrait rajouter quelque chose dans la gamme des 14 pouces ou 14 pouces 1, mais ça serait un iPad. Or, aujourd'hui, quand on regarde la gamme, certes, il y a de la place pour le Mini 6 qui est très particulier parce qu'il est vraiment petit et il y a une place pour ça. Mais dans les autres, quand on regarde le 11 pouces, il se vend pas du tout par rapport au 12.9. L'iPad Pro 11, il se vend pas du tout. Et il y a un produit qui est trop près parce que il y a l'iPad Air qui est tellement proche au niveau de la taille et au niveau des caractéristiques que franchement, le pauvre Pro 11, c'est le petit canard, comment il s'appelle, le noir, le Calimero de la gamme Apple. Mais bon, voilà. Plus on complexifie la gamme, moins les consommateurs s'y retrouvent en tout cas. Bon, alors, sur cette grande tablette de 14 pouces 1, celui qui se contredit tout seul, c'est Ross Young, l'analyste spécialiste des écrans, puisqu'il avait parlé d'iPad Pro, maintenant il parle uniquement d'iPad. Ce que j'ai appris, c'est qu'il se reprend dans un tweet, mais un tweet qu'il a réservé à ses super followers, autrement dit à ses abonnés payants. Et donc il parle désormais d'un simple iPad, sans promotion, sans mini LED, juste avec du LED. Et en revanche, il maintient la prévision de sortie au deuxième trimestre 2023. Autre rumeur, alors c'est plus vraiment de la rumeur, hein, parce qu'elle est quand même très concrète. On sent que les sites spécialisés, les youtubeurs, alors je sais pas s'ils ont passé commande ou s'ils les ont reçus comme ça venant de je ne sais qui, beaucoup de mock-ups d'iPhone 14 sont apparus ces derniers jours. S'ils sont exacts, ce nouvel iPhone sera très très difficile à distinguer et à différencier de la gamme iPhone 13. Hein. Oui, c'est quelque chose que je peux vous confirmer parce que la faille dans ce système de secret qui est à chaque fois battu en brèche vient des fabricants de coques. Et je peux vous dire que nous avons eu la visite déjà de tous les fabricants de coques connus qui nous ont présenté la gamme du mois de septembre. Ils arrivent avec des coques déjà de la nouvelle gamme iPhone. Alors évidemment, on ne voit pas les caractéristiques, ni le processeur, ni l'écran, ni tout ça, mais on voit la taille de l'appareil, on voit là où il y a l'encoche pour la vidéo, etc. Et elles sont prêtes déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà, ils nous ont même demandé de passer des commandes maintenant pour septembre. Et on leur dit, mais attendez, pour l'instant, on ne sait pas ce qui sort, etc. Je dis, si, c'est prêt, tout est prêt, vous pouvez les commander tout de suite. Bon, ok. Ils signent pas d'accord de confidentialité, eux? Écoute, ils sont sur leur site web et ils font la tournée des APR et je suppose des retailers avec des catalogues où les produits sont déjà, il y a les photos, il y a les couleurs, il y a tout ce que vous voulez. Hein, c'est pas dire mieux. Hein. Bon, en tout cas, ces mock-ups, ils les ont, hein, parce que c'est eux en priorité qui les ont pour vérifier que leurs produits collent avec les modèles à venir. Si les youtubeurs les ont, je vois pas pourquoi les fabricants de coques les auraient pas, quoi. Enfin, ça paraît plutôt logique. Et puis, je pense que les fabricants de coques, il y en a tellement que ça m'étonnerait que beaucoup aient des partenariats vraiment très proches avec Apple. Je pense que les vrais partenaires d'Apple qui ont accès aux vrais mock-ups d'usine, ils sont quasi inexistants. Ouais. En fait, je soupçonne les fabricants de coques d'alimenter ce marché, enfin pas ce marché, mais en tout cas de passer les mock-ups aux journalistes. Oh oui. Ou aux youtubeurs influents, parce qu'ils parlent d'eux. Absolument. De toute façon, tu as bien vu qu'Apple, par exemple, sur les youtubeurs très influents, non seulement ils étaient invités à la keynote, on en a vu quelques-uns, mais ils ont touché les produits en avant-première, donc bien avant nous. Hein. Que dire, mais bon. Et quand on essaie de dire à Apple que c'est bien normal, ça, ils nous disent, mais quand vous aurez 100 000 followers sur YouTube, vous viendrez nous reposer la question. Ok, d'accord, merci. Nous, on ne fait que les vendre, hein, excusez-nous. Et écoute, moi, j'ai des souvenirs aussi du salon qui s'appelle l'IFA à Berlin, qui, bon, avec la pandémie, tout ça a été très malmené, mais qui, jusqu'à il y a 2 ans, avait lieu tous les ans, début septembre, fin août, début septembre, donc à Berlin. Salon de l'électronique grand public. Et il y avait un hall dédié non seulement
à l'écosystème Apple, mais aussi aux vendeurs d'accessoires, quoi, avec beaucoup de marchands chinois et taïwanais. Et tous les ans, alors qu'on était parfois un mois avant la keynote de l'iPhone, on avait sur les stands, alors ils hésitaient un peu à les sortir, ils faisaient attention, ils étaient discrets, mais ils avaient tous des mock-ups sous leur comptoir, hein, tous. Et c'est comme ça à l'époque, il y avait d'une génération à l'autre, on changeait souvent de design. Et c'est comme ça qu'on découvrait les nouveaux designs à l'époque. Bon, du coup, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il n'y aura pas d'iPhone 14 mini, mais qu'il y aura un iPhone 14 Max. Ce n'est plus un secret, ça. Ça en prend le chemin très 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 sérieusement en tout cas. À propos de cet iPhone 14 toujours, alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur les capteurs arrière, donc ceux qui doivent passer de 12 à 48 mégapixels entre autres. Mais il y a aussi du nouveau apparemment, et c'est Ming Chi Kuo qui le dit, pour le capteur avant, avec une nouvelle lentille, une plus grande précision, elle passe du 5P au 6P. D'ailleurs, c'est quoi 5P et 6P, Gilles? C'est des mégapixels, je sais pas. Non, puisqu'elles sont... je sais rien. Non. Elles sont déjà au-delà. C'est ça, ouais. Non, je pense que ça correspond à autre chose. Donc ce capteur passe de 5P à 6P, et puis la grande nouvelle, ce serait l'arrivée de l'autofocus sur le capteur avant. Ouais, alors ça va être casse-gueule, hein. Si tu fais un selfie avec plusieurs personnes et que tu vises à côté, il faut vraiment que l'intelligence artificielle soit également, pour détecter les visages et fixer bien ce qui est désirable, qui est pas quelque chose dans le champ, dans le cadre, et qui soit pris pour quelqu'un qui doit faire partie. Si on met le chien vache qui passe par là, qui pointe le bout de son nez, est-ce que c'est lui qui va avoir la vedette ou les deux greluches, les deux jeunes filles qui sourient? Bon, il y a plein de cas de figure comme ça. C'est cela, oui. Bon, la dernière rumeur, elle concerne le futur casque de réalité mixte, et il porte bien son nom parce que, toujours selon Ming Chi Kuo, l'un de ses grands atouts, l'une des innovations principales de ce futur casque, c'est la manière dont il passera de la réalité virtuelle à la réalité augmentée et vice-versa. Peut-être une superposition des deux à certains moments, je ne sais pas. Ben ouais, alors j'ai beaucoup réfléchi depuis que la news est sortie de quel pourrait être l'usage, parce que normalement ça va être un usage quand même à l'intérieur d'une maison ou d'une pièce. Mais oui, effectivement, c'est ce que je me disais. Parce que dans la quotidienne, François, tu prenais l'exemple de quelqu'un à Rome devant le Colisée. Mais tu t'imagines en touriste avec ton casque de réalité mixte sur la tête? À 3000 boules, moi je vous conseille d'aller au Stade de France pour une finale de coupe avec un casque à réalité virtuelle de 3000 euros. Je suis sûr qu'il y aura des intérêts. Oui. Ouais, mais qui le sortira dans le métro ou devant la Tour Eiffel, quoi? Personne. Non, mais en plus on passe pour un extraterrestre avec ça. Ouais. C'est pour l'intérieur et c'est pour Mais j'ai aimé l'exemple, François, parce que non, mais j'ai compris, je boude. On comprenait avec les lunettes, François, c'est parfait. Ton exemple était parfait pour les lunettes. Mais oui, j'ai repensé après coup en me disant l'exemple est bon, mais en fait, non, mais qui osera sortir le casque? Ouais. Non, c'est pour l'intérieur dans une utilisation professionnelle sur soit du serious game, soit des situations d'apprentissage. Idéalement, c'est vous vous souvenez de l'iPod au musée à Versailles, qui ensuite ça a été utilisé dans certains musées. Là, typiquement, c'est quelque chose qui pourra être acheté par les différents musées, les grands musées, loué comme on a des appareils d'audio description que l'on active devant les œuvres pour avoir une explication
personnel et pas suivre le guide en troupeau. Et c'est typiquement une application qui peut être proposée là, ou alors en situation d'apprentissage. Et on a une réalité mixte, d'autant que cette possibilité de switcher, comme on disait il y a des années, entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, a été décrite très très en avant il y a 1 an ou 1 an et demi, quand il a été question du casque de réalité virtuelle par Apple. Donc c'est pas une nouveauté, ça, par exemple. Ouais. Moi, j'y crois pas dans cette utilisation-là. À l'intérieur d'une maison ou d'une pièce, d'une salle de réunion, de la salle de conception d'un constructeur automobile qui va présenter un modèle en réalité mixte et virtuelle, pourquoi pas? Mais tu t'imagines, par exemple, au Louvre, devant la Joconde avec un casque? Moi, je préfère l'avoir. Hein. Je préfère avoir des explications autour et peut-être le jour avec les lunettes, des compléments. Mais si tu es isolé, même avec 14 caméras dans le casque, t'es face à la Joconde, autant rester chez toi et regarder à la télé parce que tu ne la vois pas quand même. Mais l'avantage, c'est que tu pourras lui envoyer une tarte à la crème à travers ton casque de réalité augmentée. Tu seras pas obligé de le faire en réel. Tu pourras la taguer et tout. La fonction casque s'efface, tu vois en direct et tu as des choses qui se rajoutent par-dessus par rapport au tel ou tel les aplats, le spumento, l'effet de brouillard sur l'arrière-plan, les coups de pinceau et d'éventuels repentir sur la toile qu'on a pu découvrir ensuite. Tout ce qu'on a pu voir en laboratoire lorsqu'on a étudié les œuvres, ce qu'il y a dessous, la façon dont l'artiste a procédé. Justement, la réalité virtuelle qui va se rajouter à l'œuvre que tu vois en direct, là, elle prend tout son sens, à mon avis. Mais pas à 3 000 € pièce. T'imagines combien ça coûterait à un musée, même s'ils sont très riches, et combien de personnes pourraient le porter en même temps? Moi, j'y crois pas à ce stade, hein, vraiment. Ouais. Pas à ce prix-là. Et puis, tu vois des gens défiler comme des martiens dans les musées, comme ça, avec des... J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Rentrer dedans. Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler de ce casque. Il est pas encore là. Hein. C'est pour dans presque 1 an, hein, normalement. Donc, on a encore un petit peu de temps devant nous. Allez, on boit un petit verre d'eau fraîche pour se rafraîchir et on se retrouve, Élie, dans ta grande salle de restaurant, puisque c'est l'heure de passer à table. Le dîner d'Élie, entrée, plat, dessert. Écoute, on est là, on est prêt, on a faim. Bon, mais je vous ai préparé un dîner plus simple cette fois-ci. Donc, alors, la première, en entrée, quelque chose d'assez sympa que je pourrais résumer en disant « Messire, c'est sorcellerie ». Car, figurez-vous que Meta a trouvé, enfin, la façon de transférer le contenu WhatsApp d'un appareil Android vers un iPhone en utilisant le logiciel Apple, hein, donc de migration Android vers iOS. Il inclut maintenant le transfert de WhatsApp et surtout évidemment de l'historique des photos, etc., ce qui avant n'était pas possible et ce qui faisait hésiter des utilisateurs et tout. Donc c'est très utile, il fallait le faire, ils l'ont fait, mais pourquoi ils travaillent pas à une version de WhatsApp pour iPad qu'ils nous ont promis depuis 2 ans, 3 ans, je sais plus, et qui serait un peu plus utile. Mais bon, Instagram. Mais déjà, ça, c'est bien pour les utilisateurs de WhatsApp, ils seront contents. Voilà. Ça, c'était pour l'entrée, vous voyez, assez rapide. C'était léger, hein. Parfait, très bien. Oui. Voilà. Alors, en plat principal, par contre, là, et je sais que Gilles apprécie, on peut dire que Clarus est de retour. Et est-ce que, je pose la question à mes petits camarades, pas à Gilles bien sûr, est-ce que vous connaissez Clarus? Mais non, j'ai cru que tu avais fait une faute de frappe, moi. Je pensais que c'était Clarisse. Non, Clarus. Le chien vache. Le chien vache. Alors,
The Muco. Donc, alors, figurez-vous que Clarus, en fait, c'est une icône très très connue. Évidemment, c'est pour ça que Gilles et moi, on se rappelle. Donc, il a été dessiné par Susan Kare, vous savez, cet artiste qui a créé les icônes du Mac original et qui est d'ailleurs été exposé à Lyon il n'y a pas si longtemps. Peut-être que l'expo n'est pas finie. Mais voilà. Oui, donc, je crois que c'est jusqu'en septembre, hein, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, ces icônes-là qui sont légendaires, donc elle avait fait ce dessin. Elle essayait de représenter un chien, mais avec la résolution du Mac de l'époque, ça donnait une sorte de mélange vache-chien qui est devenu super populaire chez les développeurs. Et me direz-vous, à quoi servait-elle dans le Mac? Eh bien, en fait, quand vous alliez dans le gestionnaire d'impression, ça vous montrait si vous vouliez travailler en mode portrait ou en mode paysage, vous aviez la petite vache ou le petit chien qui était orienté, qui vous expliquait comment allait sortir votre page. Et donc, c'est devenu tellement populaire chez les développeurs qu'il y a eu même le son de Clarus et que même Clarisse, qui est une filiale qui est devenue FileMaker après, etc., l'avait adopté comme mascotte de la société. Donc, Clarus, le chien vache, a été populaire et l'est encore donc chez les développeurs et les utilisateurs de Mac. Et donc, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui revient dans l'actualité? Ben oui. Ben c'est tout simplement parce que dans Ventura, Clarus fait son retour, sauf qu'il est maintenant lissé, il n'est plus pixelisé. Ah bah non. Il y a une image très jolie, donc on ne sait toujours pas si c'est un chien ou une vache. Ça ressemble plus à, j'en sais rien, quoi. Ça ressemble à rien parce que je l'ai sous les yeux. Mais voilà, quand vous aurez Ventura et que vous verrez cette sorte de bestiole, ben vous saurez d'où ça vient grâce à nous. Moi, je serais Clarus, je serais très vexé si j'entendais Ellie, le légendaire Ellie, la mémoire vivante de la firme de Cupertino en France et dans le monde, dire que je ressemble à rien, moi j'aurais beaucoup de peine. Je sais pas trop. C'est que j'ai vu la photo. Dans Ventura, il ressemble à rien. Je suis désolé. Ça m'étonne pas. Bon, on passe au dessert, Ellie. Et alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut plus dire HomeKit? Eh bien, écoute, voilà, c'est une spéciale pour François en dessert, puisque ça, on parle de HomeKit, et figurez-vous qu'Apple a décidé qu'il ne fallait plus utiliser le mot HomeKit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que HomeKit, pour les utilisateurs, pour les gens qui viennent dans un magasin ou qui veulent acheter un produit domotique, où il y a marqué compatible avec Apple HomeKit, ça leur dit rien, parce que HomeKit, c'est une technologie. Alors nous, on sait ce que c'est. Par contre, Home, l'application maison, ils savent ce que c'est. Et donc, du coup, maintenant, Apple a décidé de simplifier et que le grand public comprenne ce que c'est que la domotique et en particulier Home, la maison vue par Apple. Et donc, ils ont refait leur bannière. Et donc, le Work with Apple HomeKit est devenu officiellement Work with Apple Home. Donc, fonctionne avec HomeKit, c'est fini. Fonctionne avec Apple Home, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Ils vont d'ailleurs surtout le marketer avec Matter, je suppose. Mais maison, ça parle aux utilisateurs. HomeKit, ça leur parle pas. Je sais pas ce que François en pense. Ben oui, François. Oui, je pense que c'est pertinent parce que les gens connaissent Google Home, par exemple. Ça paraît beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide et on l'a vu lors de la keynote. On aura l'occasion de revenir sur les annonces HomeKit. Je l'ai pas fait ce soir parce que j'ai pas encore installé la bêta, donc du coup ça me paraît plus intéressant d'en parler quand je l'aurai testé. Voilà, on sent vraiment une poussée de la domotique et Apple a raison de simplifier les choses. Au moins Apple Home, Google Home, Alexa pour Amazon, ce sera beaucoup plus clair pour le commun des mortels, je pense. Et pour les utilisateurs non genrés ou pour les femmes? Parce que Kit, c'est genré pour toi. Home, oui. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on va passer au coup de cœur de la semaine après ce bon dîner. Nos coups de cœur de la semaine, Gilles. C'était Clarus, justement, le retour de Clarus. Bah voilà. Mais tu as le droit. La nouvelle version ou la vieille version dont tu es nostalgique? Le retour, je regarde pas
Après 30 ou 40 ans, je regarde pas dans quel état il revient. Parce que elle revient d'ailleurs parce que on parlait de genre tout à l'heure, c'est une... Clarus est une chienne. C'est une fille. Une fille. J'ai eu beau regarder en zoom, ce n'est pas évident, hein, mais bon. Parce que on va croire, sinon, ça serait... Surtout avec les gros pixels. Mais ça serait un dog bull si c'était un garçon. Donc, on part du principe que c'est une fille. Non, c'est officiel. Alors, tu voulais savoir si c'était un chien ou une vache. En fait, c'était la grande question chez les développeurs à Cupertino. Et quelqu'un a fini par dire à quelqu'un qui posait la question, c'est les deux. Et maintenant, tu vas quitter mon bureau et me laisser tranquille. C'est pas mal. Non, mais il n'y a pas de doute, c'est un chien qui voit une vache. Ils avaient fait un son qui était un mélange de chien de vache. C'était vraiment... C'était après coup, mais c'est à cause des taches qu'il a fait ressembler à une Holstein. D'accord. Mais sinon, effectivement, on dirait un terrier, un peu comme Milou, le chien de... Bon, ça suffit de parler chien. Ton coup de cœur, Ellie, c'est quoi? Alors, c'est un film qui est sorti sur Netflix au lieu de sortir au cinéma. C'est un film d'action, hein, donc il faut pas chercher des concepts philosophiques. Mais pourquoi je l'ai choisi? D'abord parce que je l'ai vu et que j'ai bien aimé. C'est un film qui a été écrit et dirigé par un auteur que j'adore qui s'appelle Matthew Reilly, qui écrit des techno-thrillers, c'est-à-dire, vous savez, un peu à la Tom Clancy, c'est des histoires où il y a des complots internationaux, mais il y a beaucoup de fusées, d'actions, etc. Donc, son bouquin a été adapté et avec deux acteurs très connus, donc Elsa Pataky, qui est en plus la compagne d'un certain Chris Hemsworth, connu sous le nom de Thor, qui d'ailleurs apparaît dans le film à plusieurs reprises, alors qu'il n'est même pas cité dans le générique. Il apparaît dans le style le Thor un peu qu'on avait vu sur l'avant-dernier film et sur le dernier, donc gros, barbu, négligé. Il fait vendeur de télé, alors qu'il y a une sorte d'apocalypse nucléaire qui se prépare. Et lui, il est là, il vend des télés, il s'en fout. Los Angeles est évacué, lui, il reste, il regarde la télé et tout. C'est drôle, mais c'est quelques secondes, ça. Mais en fait, en 10 secondes, je vais pas vous révéler des trucs, mais le pitch, c'est que pour parer une attaque nucléaire soviétique, les États-Unis disposent de 2 endroits en Alaska et un endroit en plein océan Arctique, donc 2 bases de missiles antimissiles. Et il se trouve qu'il y a des oligarques russes ultra puissants qui veulent détruire les États-Unis, les méchants, qui détruisent la première base, donc il ne reste plus qu'une défense contre ces 18 missiles nucléaires qui ont été volés à l'armée soviétique par les oligarques, qui veulent tirer ça sur les États-Unis. C'est cette base-là où il y a une femme et une femme seule qui est une sorte de superwoman qui va sauver la planète, détruire tous les méchants, etc., etc. Mais bon, il y a beaucoup d'action. C'est sur quelle plateforme, du coup, le film? Netflix. Et il est sorti dans tous les pays du monde en même temps et il est numéro 1, surtout dans tous les pays, même en France. Bon, encore une fois, faut pas réfléchir, il faut pas chercher de morale, etc. Mais pour ça qu'il est numéro 1. Il y a beaucoup d'action et ça fait passer un moment, quoi. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc c'est Interceptor et donc j'ai appris que Elsa Pataky était passée de Michael Youn à Chris Hemsworth. Oui, mais tu sais qu'en plus, elle est espagnole comme actrice et que moi, je la connaissais à l'époque où elle sortait avec des vedettes espagnoles. Donc, elle a un tout petit peu... Elle a grandi. Là, elle est aux États-Unis, elle vit avec Chris Hemsworth, etc. Donc, c'est... Voilà. Non. Tout s'explique. Une sorte de Penelope Cruz. C'est la fin de cet épisode 95. On a été sage, je crois qu'on a largement pas battu le record de la semaine dernière, donc je suis fier de vous les garçons, bravo. Merci de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple. On a besoin de vous évidemment, de votre fidélité, de vos avis, de vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, ça vaut aussi pour la quotidienne iWeek. Je vous rappelle
désormais en abonnement gratuit. i5, c'était avant, le payant, c'était avant. Désormais, vous avez la possibilité de recevoir sur votre iPhone, sur votre Mac, chaque jour un podcast de moins de 10 minutes qui se concentre sur les 5 news du jour dans l'écosystème Apple. Si vous voulez profiter du bonus de l'hebdo, eh bien, c'est en nous soutenant sur patreon.com/iweek. Un bonus qu'on enregistre chaque semaine dans la foulée de cet épisode hebdomadaire. Et puis toujours Twitter, @iweeknews pour nous suivre et rester au courant de toute notre actualité à nous. Voilà les garçons, merci d'avoir été là. C'était un plaisir comme chaque semaine. Ellie, salut, à très vite. Mais oui, plaisir partagé. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Salut François. Salut à tous, très heureux d'avoir pu partager cette heure avec vous. J'aurais pas tenu les 2h30 la semaine dernière, j'étais trop malade. Eh ben écoute, tu vois, ça tombe bien, t'es de retour et c'est pour notre plus grand plaisir. Et salut Gilles. Salut, on bosse. Je suis ravi d'avoir fait cet hebdomadaire avec vous. T'es un chameau, Gilles. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, le 23 juin. Ce sera l'épisode 96. Portez-vous bien. Passez un super week-end. N'ayez pas trop chaud. Buvez 3 litres par jour minimum. Et à la semaine prochaine.